Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la construction de l'architecture en terre crue. Bâtir en terre aujourd'hui. Et je vais d'abord présenter la structure dans laquelle je travaille. Elle s'appelle AMACO, Atelier Matière à Construire. Et donc, elle est hébergée dans les grands ateliers à Villefontaine. Vous connaissez peut-être les grands ateliers. Et nous sommes un centre de formation, de recherche et d'expertise sur la construction en matériaux bio et géosourcés. Ça signifie les matériaux qui sont naturels, qui sont soit qui proviennent de plantes, qui sont organiques, soit qui proviennent de minéraux, la terre, la pierre. Et donc notre objectif, c'est de réduire l'impact écologique du secteur du bâtiment en proposant des solutions de construction en matériaux bio et géosourcés, qui soient les matériaux disponibles localement, qu'on peut trouver facilement sous nos pieds et autour de nous. Concrètement, on mène 3 grands types d'activités. Des activités de formation et de diffusion. Donc, c'est de la formation continue et de la formation initiale, donc pour des jeunes architectes ou des architectes expérimentés, des maçons, des entreprises. On organise des prix, des expositions pour faire connaître ce type de construction et le valoriser. Et puis des ateliers pédagogiques avec des enfants et des conférences comme aujourd'hui. Nous avons des activités qu'on appelle design architecture, qui sont plutôt des activités de réalisation. Donc on réalise des chantiers, beaucoup d'aménagements intérieurs, du mobilier. Donc on met en œuvre les matériaux pour des clients. Et puis on a des activités d'accompagnement pour des projets de construction. Donc on accompagne les clients, les architectes, les maîtrises d'œuvre et les maîtrises d'ouvrage pour que le projet se passe au mieux avec l'utilisation des matériaux locaux, bio et géosourcés. Et donc par exemple avec la terre, on fait des analyses des terres qui sont présentes à proximité, on étudie la possibilité de les utiliser dans la construction, et puis on accompagne le projet jusqu'à sa réalisation pour que les matériaux puissent être intégrés de manière intelligente et efficace. Vous avez des questions ? Alors aujourd'hui, je vais vous faire plutôt une présentation introductive sur l'architecture et la construction en terre aujourd'hui. Et donc questionner d'abord pourquoi utiliser la terre, à quels usages est-ce qu'on destine la terre dans la construction aujourd'hui. Pourquoi construire en terre, dans le sens pour quelles raisons construire en terre. Comment ça tient? Comment est-ce qu'un matériau sur lequel on marche, qui semble être un matériau pulvérulent et qui glisse entre les doigts, comment est-ce que ça va devenir dur pour devenir un matériau de construction? Et puis on va terminer avec comment bâtir finalement, donc présenter les techniques de construction, et ça va être la partie la plus importante parce qu'on va pouvoir voir vraiment comment est-ce qu'aujourd'hui on construit avec ces matériaux. Mais je propose de commencer d'abord par une petite question, parce que je pense que certains d'entre vous doivent déjà avoir des idées de ce que c'est que la construction en terre crue. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que certains d'entre vous veulent dire quelques mots ou quelque chose? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la construction en terre? Il y a le village de la Terre à Villefontaine, effectivement. Les vieilles maisons. Il y a les vieilles maisons. Le pisé. Les maisons en Afrique. Les maisons en Afrique, effectivement. Le pisé en Dauphiné et le torchis en Normandie. Tout à fait, le pisé en Dauphiné, le torchis en Normandie. Donc on entend déjà qu'il y a effectivement du patrimoine en terre crue en France. Il y a du pisé dans la région ici, il y a du torchis dans d'autres régions. On entend qu'il y a de la construction en terre crue sur d'autres continents, notamment en Afrique. Et qu'à côté du patrimoine, en parlant avec le patrimoine, on trouve aussi des projets contemporains, des projets récents en terre. Donc c'est pas mal, on a déjà brassé pas mal de thématiques. Donc effectivement, la terre crue, c'est un matériau qui est très ancien. Ici, on voit une brique qui date du 8e millénaire avant Jésus-Christ. On y voit encore les pouces de la personne qui l'a façonnée.
C'est un matériau qui est né avec l'histoire, avec certaines techniques qui sont plus anciennes que d'autres, mais on va voir qu'aujourd'hui il est réinterprété. C'est aussi un matériau qui utilise la ressource qu'il a à disposition. La muraille de Chine est un très bel exemple, puisqu'on voit souvent, on connaît souvent la muraille de Chine en pierre. En réalité, puisqu'elle se développe sur des milliers de kilomètres, la muraille de Chine est faite avec les matériaux qui sont disponibles localement. Et donc, sur certaines portions, cette muraille se retrouve dans des déserts où il y a peu de pierres et où par contre il y a de la terre disponible, et donc elle est aussi réalisée en terre. En fait, les techniques de construction en terre crue, on les retrouve sur tous les continents. Ici, sur les zones coloriées en orange. Et d'ailleurs, soit dit en passant, une proportion importante des bâtiments du patrimoine mondial de l'UNESCO sont des bâtiments en terre crue. À peu près 15% des œuvres inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO sont en terre crue. Et on dit aussi, alors je ne sais pas comment ils connaissent ces chiffres, on dit que 50% de l'humanité vit dans un habitat en terre crue. Bon. La France n'est pas en reste, on retrouve de nombreux bâtiments en terre crue dans les différentes régions, et on y retrouve 4 techniques principales, le torchis, le pisé, la bauge et la daube. Et on voit que selon les régions, certaines techniques sont davantage présentes, et ça s'explique entre autres par la qualité de la terre qu'on peut trouver et le climat qui est prédominant dans ces régions. Alors la terre, elle peut servir à quoi dans la construction? Elle sert à énormément de fonctions. Ici, on va voir pas mal de projets, d'images qu'on verra plus en détail à la suite. Mais la terre, elle peut porter, donc elle peut constituer des murs porteurs qui vont tenir la structure, qui vont tenir le plancher, qui vont tenir la toiture. Donc c'est peut-être une première fonction. On voit ici des exemples de bâtiments où la terre porte la structure du bâtiment, constitue la structure du bâtiment. La terre peut franchir. Alors comme c'est un matériau qui travaille en compression, on franchit avec des arcs. La terre peut remplir, isoler, filtrer, donc on peut remplir des structures pour constituer des parois. Des parois qui sont cette fois-ci pas portantes, mais qui viennent diviser les espaces. Elle peut habiller avec des éléments qui sont généralement plus minces. On vient habiller des structures, un peu comme on le ferait avec du placo ou du parement. Elle peut décorer avec des éléments aussi qui peuvent être de différentes épaisseurs. Elle peut réguler, on va voir que la terre permet de réguler l'humidité et la température. Elle peut diviser en usage de cloison par exemple, paver si on l'utilise au sol, et puis meubler puisqu'on a la possibilité aussi de créer des meubles en terre crue. Alors quelles sont les performances et les atouts de ce matériau? Alors on sait tous ici que nous faisons face à un enjeu important planétaire, à la question du réchauffement climatique, et qu'on doit tous faire des efforts pour limiter ce réchauffement et préserver nos écosystèmes. Pour cette raison, depuis quelques décennies, on s'évertue à réduire notre consommation énergétique, notamment au niveau des bâtiments. Donc on a mis en place des stratégies, par exemple isoler les bâtiments pour limiter les consommations. Mais ces stratégies parfois vont dans un sens d'utiliser beaucoup d'énergie, qu'on appelle l'énergie grise, donc utiliser des matériaux qui ont demandé beaucoup d'énergie pour être fabriqués. Avec l'exemple de l'isolant,
On peut très bien isoler une maison, elle va consommer peu, mais on a consommé beaucoup pour fabriquer cet isolant, qui est lui-même fait à partir de pétrole, qui a demandé beaucoup d'énergie pour être fabriqué. Et donc la Terre, elle permet à la fois de réduire l'énergie d'usage, donc de limiter les consommations énergétiques liées au logement, et de limiter l'énergie grise, donc l'énergie qu'il faut pour construire, parce que c'est un matériau qui est disponible localement, qui ne nécessite pas d'être cuit, comme du ciment ou du plâtre ou de la chaux. Et donc c'est un matériau qui va permettre, qui est vertueux et qui permet de nettement diminuer la consommation énergétique dans le milieu du bâtiment. Donc la terre crue, on l'extrait sur le site de construction ou à proximité, ou loin, on peut aussi l'extraire loin, mais idéalement on l'extrait à proximité. On peut la mettre en œuvre de manière très facile sur le site, très aisée. Elle s'entretient très simplement parce que, comme elle est recyclable à l'infini, il suffit de remettre de l'eau pour la retravailler, pour la remettre au goût du jour, pour réparer des fissures, pour faire des modifications. Et le jour où on ne veut plus utiliser ce bâtiment, la terre peut être simplement retournée à la terre ou être utilisée pour un autre bâtiment. La terre qui n'est pas stabilisée, c'est-à-dire la terre dans laquelle on n'a pas rajouté de ciment ou de chaux, elle est recyclable à l'infini. On rajoute de l'eau, on la remoule, elle redurcit, on la réutilise, et ça c'est à l'infini, elle garde toujours les propriétés qu'elle avait à l'origine. Et ça c'est sa grande force, parce que quand on pense terre, parfois on peut imaginer que les bâtiments en terre ne sont pas durables, parce que on se dit la terre ça ne tient pas dans le temps. Mais en réalité la terre, comme elle peut s'entretenir de manière infinie sans perdre ses caractéristiques, eh bien, elle permet d'avoir des bâtiments comme ici l'Alhambra, dont une partie est construite en terre crue, qui peuvent durer des siècles, être maintenus pendant des siècles, sans qu'on ait besoin de les démolir et de les reconstruire. On ne peut pas en dire autant du béton armé, qui, une fois qu'il y a des pathologies, si on vient faire des réparations, on ne retrouvera jamais la qualité, la performance originelle du béton. On va toujours avoir une blessure, un élément qui a été réparé. La terre crue, elle retrouve toujours ses propriétés originelles quand on la retravaille. En plus de ces caractéristiques qui permettent à la terre d'être recyclée, elle constitue un réservoir. Elle va permettre de stocker l'humidité et la chaleur dans le logement. Et donc, elle va être un atout pour limiter les surchauffes en été et les pics d'humidité. Donc, dès qu'on va avoir un peu plus d'humidité dans le logement, la terre va absorber cette humidité. Si à un moment il fait plus sec, elle va restituer cette humidité. Donc on va avoir une ambiance à l'intérieur de ces bâtiments qui est très agréable, qui est très constante, où il n'y a pas trop de pics. Et c'est la même chose pour les températures. Si on a des températures qui augmentent très fort en journée, la terre va accumuler cette hausse de température, ce qui va faire qu'à l'intérieur du logement, on va continuer à avoir une ambiance qui est fraîche. Et pendant la nuit, quand il fait plus frais dehors, la terre va pouvoir relarguer cette chaleur. Et donc on va pouvoir vivre dans une ambiance qui est plus confortable. Pour cette raison, on utilise la terre volontiers autour d'un foyer, par exemple, pour faire un poêle de masse qui va conserver la chaleur plus longtemps, qui va avoir beaucoup d'inertie. On peut utiliser la terre aussi en murs trombes. Donc c'est des systèmes de murs qui sont derrière des vitrages qui permettent de capter l'énergie solaire pour apporter de la chaleur, mais qui va être diffusée dans le temps dans le logement plutôt qu'en une fois au moment où le soleil tape. Et puis on va pouvoir profiter aussi de la terre pour y installer des réseaux de refroidissement ou pour réchauffer. Et la terre admet très bien ces variations de température qui permettent de donner encore un petit coup de pouce supplémentaire pour le confort, que ce soit d'été ou d'hiver. Est-ce qu'il y a des questions pour ces deux premières parties déjà ? Non ? Alors on passe à la troisième partie qui est finalement comment ça tient.
Au point de départ, c'est une ressource naturelle, donc on a le sol sur lequel on marche. On voit ici différentes coupes de sol. On voit déjà que le sol se tient plutôt bien quand on coupe dedans. Et on voit qu'il a plusieurs couleurs, plusieurs textures. Alors le sol qui nous intéresse pour la construction, ce n'est pas la couche superficielle. En général, la couche sur laquelle on marche directement, c'est de la terre organique. Donc elle est pleine de matériaux organiques qui sont utiles pour la plantation, pour les arbres, pour les végétaux. Et dans la construction, on utilise plutôt la couche qui se situe en dessous, qui est une couche de terre minérale. Elle est à la fois plus stable pour la construction, on a moins de risque d'avoir des champignons ou des choses qui poussent, et aussi elle est stérile, donc on a tout intérêt à garder la couche de terre organique pour faire pousser des choses et pour subvenir à nos besoins alimentaires et utiliser la terre minérale pour la construction. Alors ces terres, elles ont des couleurs très diversifiées et des qualités diversifiées aussi et des textures différentes. À votre avis, de quoi est composée la terre? Est-ce qu'il s'agit d'argile, proprement parler? Alors il y a des argiles, oui. La lios. Pardon, j'ai entendu quelque chose. La lios. La L'Alios, A-L-I-O-S. L'Alios. Oui, dans le sud-ouest, on a de l'Alios. De l'Alios. C'est peut-être un type de terre? Ouais. Ok. Il y a des graviers. Il y a des graviers. Ouais. Bon, c'est ça. Du sable. Ah, du sable? Super. Bon, c'est pas mal déjà. Des lions. Des limons. Ouais. Tout à fait. On a presque tout. De la lave. Pardon? De la lave. De la lave. Alors, oui, ça c'est particulier parce que la lave, je pense elle génère des nouvelles roches. C'est encore un peu différent. En fait, la terre sur laquelle on marche, la terre minérale, elle est composée de différents grains, de différentes tailles. Donc, si on parle de la fraction solide de la terre, parce qu'on dit aussi, il y a aussi de l'air et de l'eau dans la terre, mais la fraction solide, c'est un ensemble de grains de différentes tailles. Et ces grains, on peut les séparer à l'aide de tamis, comme on voit sur l'illustration ici. Et donc, la terre est composée de grains de différentes tailles, les plus grands étant les cailloux. Les cailloux, ils ont un diamètre de 2 à 20 cm. Si on a plus de 20 cm de diamètre, on est sur des pierres, on n'est plus sur des cailloux. Les graviers ont eux un diamètre de 2 mm à 2 cm. Et puis on a les sables, qui ont été cités aussi, qui ont un diamètre de 60 microns à 2 mm. Et puis on a les limons, effectivement, qui vont de 2 microns à 60 microns. Ce qu'on observe, c'est que tous ces éléments, si on les agrandit, ils ont tous à peu près la même forme. Si on regarde des limons au microscope, ils ont la même forme que du sable. Ils ont tous cette forme un petit peu arrondie et ce sont des grains. Et il y a un composant qui a été cité qui est très important, c'est l'argile. L'argile est particulièrement, enfin les argiles sont particulièrement petites, donc elles ont un diamètre qui est inférieur à 2 microns. Pour vous donner un exemple, un cheveu, c'est à peu près 60 microns l'épaisseur d'un cheveu. C'est entre 40 et 100 microns. Donc une petite plaquette d'argile est encore beaucoup plus petite que votre cheveu. Et ces argiles, elles ont, outre cette caractéristique d'être très petites, elles sont aussi plates. Donc elles se distinguent de tous les grains qu'on a vus précédemment, qui sont plutôt arrondis.
Et ces deux caractéristiques, le fait qu'elles soient petites et plates, ça leur donne une propriété particulière, c'est qu'elles vont facilement se coller avec des ponts capillaires. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de prendre 2 feuilles de papier, de mettre un peu d'eau et de les coller, elles restent collées. Si vous prenez une goutte d'eau entre vos doigts, et que vous écartez un peu vos doigts, vous allez voir que la goutte d'eau elle a tendance à s'étaler sur vos doigts et à former un pont qui s'amincit et puis qui s'étale sur l'autre doigt. Et ce pont capillaire, c'est ce qui explique la force de cohésion qu'il y a entre les argiles et du coup entre les grains et qui va permettre à la terre de tenir et de devenir dure, comme on voit ici sur les matériaux que je vous ai apportés. Donc si on regarde au microscope, eh bien on peut voir voilà, schématiquement au milieu 2 gros grains, 2 gros siltes, 2 gros limons au milieu, puis toutes ces petites plaquettes d'argile qui vont venir coller les grains ensemble grâce au pont capillaire qu'on voit en blanc sur la gauche. Alors ça nous permet de comparer le béton et la terre, sachant que finalement, on se rend compte que la terre, c'est un ensemble de grains, des cailloux, des graviers, des sables, des limons, qui sont collés par des argiles. Et le béton qu'on nomme habituellement, le béton, c'est des graviers et des sables qui sont collés à l'aide du ciment. En réalité, la définition plus généraliste du béton, ce sont des granulats qui sont collés à l'aide d'un liant. On peut avoir des bétons chauds, on peut avoir des bétons de ciment. Et donc, on aime bien nous dire, quand on utilise du ciment, parler de béton de ciment, et pour la terre, parler de béton d'argile. De manière à bien percevoir qu'on parle d'un agrégat d'éléments solides qui sont collés grâce à un liant qui est le ciment d'un côté et l'argile de l'autre. Alors les terres qu'on va pouvoir trouver naturellement sous nos pieds, elles ont des compositions qui sont très diverses. Certaines vont avoir beaucoup de gravier, d'autres beaucoup d'argile. On va trouver un petit peu de tout. Vous voyez ici les résultats qu'on a pu trouver sur des terres récoltées et tamisées. Donc on voit tout à droite ce sont les argiles, tout à gauche ce sont les cailloux et on voit les différentes granulométries. Et chaque terre va être plus propice à l'utilisation pour une technique particulière. La terre à piser en particulier que vous connaissez, elle a des éléments qui sont plutôt gros. On le voit d'ailleurs dans les murs en pisé, on voit qu'on retrouve des gros cailloux. Alors que la terre, pour des terres allégées la terre doit être très cohésive, on va avoir beaucoup d'argile. Les terres à enduit, on n'a pas de cailloux, mais on a quelque chose d'assez équilibré au niveau des fractions les plus fines de la terre. Tout en bas, on a une terre qui pourrait sembler inutilisable parce qu'elle a très peu d'argile, donc elle ne va pas coller. Et pour cette terre-là, on peut trouver de nouveau un autre usage. On peut utiliser la terre sèche, donc pas essayer de la rendre cohésive comme ceci, mais l'utiliser pour du remplissage par exemple. On verra des exemples de techniques. De manière générale, une terre avec de l'argile, c'est une terre avec laquelle on va pouvoir faire des matériaux cohésifs. Si elle n'a pas d'argile, il faudra l'utiliser sans qu'elle ait cette dureté. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? En ce qui concerne les ressources, à moins que la question soit prématurée, lors d'une précédente conférence, ce mois dernier, on nous a mis en garde sur le fait qu'on ne peut pas, dans la démarche de réduction de... Excusez-moi. Je répéterai la question. La question c'est quelles sont les ressources, parce que par définition, si on veut réduire la consommation d'énergie grise, il faut que les ressources soient à proximité des lieux à construire. Or, dans un territoire comme la France, je parle de la métropole bien entendu, est-ce qu'il reste encore beaucoup d'espace où exploiter des carrières de l'argile, le granulat, etc.
sans dommage pour l'environnement. Oui, C'est le problème de... On nous parle d'une solution satisfaisante, mais est-ce qu'on a réellement les ressources disponibles et qu'est-ce que vont coûter l'exploitation de ces ressources? Alors c'est une question très intéressante parce que effectivement l'objectif n'est pas de créer des carrières, d'impacter l'environnement. Je pense que la réponse elle est multiple. La première c'est que aujourd'hui l'objectif n'est pas de construire partout en terre déjà. L'objectif c'est d'utiliser les matériaux qui sont disponibles localement. Ça signifie qu'il y a des régions où on va construire en bois, des régions où on va construire en pierre, des régions où on va construire en terre, que les solutions elles sont multiples. On associe les fibres, la paille pour isoler avec la terre, la pierre, le bois. Donc l'objectif n'est pas tout à coup de se mettre à ne construire que en terre. Ça c'est une première réponse. La deuxième, c'est certainement que je pense qu'effectivement, en parallèle à cet effort de modifier, de changer les matériaux qu'on utilise, il y a aussi un travail qu'on doit faire de maintenir l'existant, de réparer l'existant, de restaurer l'existant et de ne pas nécessairement vouloir toujours construire du neuf, d'éviter l'étalement urbain, d'exploiter au mieux ce qu'on a avant de vouloir construire. Une fois que les besoins sont identifiés et qu'il faut construire du neuf, à choisir entre construire en terre ici dans la région ou en ciment, pour le ciment, il vous faut aussi des graviers, il vous faut du sable, il vous faut du ciment du coup, qui est aussi extrême et qui ensuite est cuit. Voilà, dans la balance, une fois qu'on a pris la décision de construire, à ce moment-là, regardons les matériaux qui sont disponibles dans l'environnement proche et utilisons ces matériaux-là. C'est ça qu'on défend. C'est vrai que la terre n'est pas un matériau renouvelable. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. C'est un matériau qui met des millénaires à se constituer. Et donc, il faut en faire bon usage. Moi, je ne prône pas l'utilisation de la terre à tort et à travers, et surtout, je ne prône pas la stabilisation de la terre. Parce qu'une fois qu'on met du ciment ou de la chaux dans la terre, ça la rend plus résistante, mais ensuite, elle n'est plus recyclable. Or, comme ce n'est pas une ressource renouvelable, l'objectif n'est pas de se retrouver avec des argiles qu'on ne peut plus utiliser. Un bâtiment en terre non stabilisé peut être démoli et reconstruit avec les mêmes matériaux. Et donc par rapport aux ressources, je termine avec ce point-là, il y a effectivement la possibilité d'utiliser de la terre de carrière, mais il y a d'autres ressources aussi, et par exemple, avec Amaco et d'autres partenaires, nous avons monté un projet, nous avons participé à un projet en Île-de-France qui s'appelle Cycle Terre. Si on a le temps, je pourrais vous présenter le projet si ça vous intéresse. Et ce projet profite des terres d'excavation des chantiers du Grand Paris. Donc c'est un chantier énorme qui extrait des milliers de mètres cubes de terre. Et donc ce projet met en place une fabrique de matériaux qui utilise une toute petite fraction de ces terres pour faire des matériaux de construction à mettre en œuvre en Île-de-France, dans les bâtiments d'Île-de-France. Et on se rend compte que là, on a un gisement potentiel de terre. Et bon, à Lyon, c'est pareil, les grands chantiers extraient énormément de terre qui doivent sortir des villes. Et d'ailleurs, c'est un problème en lui-même écologique, parce que qu'est-ce qu'on fait de ces terres? Comment est-ce qu'on les gère? C'est toute une logistique. Et en fait, il y a là aussi une source intéressante de matières premières qui peut être retravaillée et mise en œuvre sur les chantiers sur le même territoire. Merci. Donc, je vous propose de passer du coup à la dernière partie de cette présentation, finalement sur les techniques constructives. Alors les techniques, elles sont très diversifiées. Alors on a entendu parler au début du pisé, du torchis.
En fait, ici, c'est un travail qui a été réalisé par le cratère, que vous connaissez peut-être à Grenoble. Ils ont proposé une classification des différentes techniques, classées d'après le geste qu'elles nécessitent pour la mise en œuvre. Donc, voilà, par exemple, couper, remplir, empiler, mouler. Donc, quel est le geste qu'on réalise avec la terre? Voilà, c'est une proposition de classification, et donc on voit qu'il y a tout un tas de techniques. C'est une classification qui est arbitraire. En fait, il y a énormément de techniques qui sont souvent mixtes. Mais voilà, ça permet de mettre un petit peu d'ordre dans ces idées. Et je vais vous présenter quelques techniques pour donner à voir un petit peu ce qu'on peut faire avec la terre. On aime bien aussi classer les techniques selon un tableau à double entrée. D'un côté, quel est le geste qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va verser la terre? Est-ce qu'on va la tasser? Donc assez légèrement la tasser dans un moule ou dans un coffrage? Ou est-ce qu'on va la compacter, c'est-à-dire la verser par couches assez fines et vraiment venir compacter fortement et régulièrement pour avoir quelque chose de plus dense? Donc ça, c'est le geste. Et de l'autre côté, on a comment est-ce qu'on prépare la terre, quelle quantité d'eau est-ce qu'on met dans le mélange. Est-ce qu'on utilise la terre totalement sèche? Est-ce qu'on l'utilise humide, donc avec un petit peu d'eau? Est-ce qu'on l'utilise à l'état plastique, visqueux ou liquide? Donc en allant vers de plus en plus d'eau dans le mélange. Et donc, comme on l'a vu, en France, on a 4 grandes techniques traditionnelles qui sont présentées, et on va les voir toutes les 4. Le pisé, dont on a entendu parler tout à l'heure, le torchis, mais il y a aussi la boge et la daube. On va parler du pisé en premier, c'est celui que vous connaissez certainement le mieux parce que vous pouvez le voir au quotidien. Il y a un patrimoine en pisé ici dans la région qui est extraordinaire. Et vous le connaissez déjà. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'il y a beaucoup de pisé à Lyon aussi. On s'en rend compte de plus en plus. En fait, comme il est caché derrière les enduits, il reste assez discret. Pardon. Mais on en trouve de plus en plus, des centaines de bâtiments pisés à Lyon, sur des hauteurs assez conséquentes, comme sur ce bâtiment. Et on associe souvent le pisé au matériau du pauvre. Souvent, c'est la grange qui est en pisé. Or, pas du tout. Ici, on a un château de la Loire qui est partiellement réalisé en pisé. Et donc, c'est un matériau qu'on peut trouver là où on ne l'attend pas. On l'a vu en ville. Il est mis en œuvre à l'état humide. Donc, la terre est humide, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est en fait la teneur en eau, c'est l'état de la terre tel qu'on la trouve généralement dans la région, ici dans le sol. Et il est compacté, c'est-à-dire qu'on va verser une couche fine de matériaux, la damer, verser une nouvelle couche, la damer, et ainsi de suite. On fait ça dans un coffrage. On voit ici un petit schéma. Et on peut décoffrer tout de suite, et on a un matériau qui est monolithique, donc on ne voit pas de joint particulièrement si c'est ce qu'on souhaite. Et donc traditionnellement, c'était les charpentiers qui pisaient. Ça explique en partie pourquoi cette technique a été abandonnée après la Première Guerre mondiale, parce que tous les charpentiers sont partis faire les branches dans les tranchées, et donc c'est un savoir-faire qui s'est perdu. C'est une des explications données. Et pour piser, alors traditionnellement on utilise un pisoir, mais aujourd'hui on va voir que les techniques évoluent, que des artisans, des architectes mettent ces techniques au goût du jour, avec notamment Martin Rowe qui a donné vraiment un élan contemporain à cette technique constructive avec sa maison, qu'on voit ici, et aussi de par les avancées qu'il a mises en place pour
faire du pisé de manière plus efficace, on va le voir, notamment avec des coffrages beaucoup plus performants, des moyens de manutention contemporains qui permettent d'alléger fortement la charge de travail, de réduire la pénibilité du travail et aussi de réduire les coûts. Donc aujourd'hui, on utilise plutôt des fouloirs pneumatiques, comme ceux-là. Je vais vous montrer une petite vidéo. Donc ce fouloir, il permet de damer la couche de terre pour qu'elle devienne dure. Et donc ici, vous avez un exemple d'échantillon pisé que vous pourrez venir manipuler si vous le souhaitez en fin de séance. Donc outre ces évolutions, donc on a parlé du pisoir. Aujourd'hui aussi, on crée des projets avec du pisé préfabriqué, parfois de manière assez fortement mécanisée. Donc on crée des blocs de pisé qui sont ensuite acheminés secs sur chantier, assemblés, rejointoyés, et puis on rebouche les joints de manière à avoir l'effet du pisé monolithique tel qu'il aurait été s'il avait été mis en œuvre sur le site. Vous allez voir qu'on est dans une dynamique hautement mécanisée. On amène les matières premières qui sont mélangées, homogénéisées. Ensuite, le mélange est humidifié. Et les murs, ils vont être pisés dans leur ensemble. Donc on a toute la continuité du mur dans un alignement, ce qui va permettre de retrouver les strates, les lignes continues sur l'ensemble du mur. Donc il va être pisé en une fois et puis redécoupé, repositionné sur chantier dans le même agencement et rejointoyé de manière à donner l'impression vraiment à avoir cette continuité sur le mur. C'est un chantier qui est particulièrement mécanisé, on voit les moyens qui sont mis en œuvre, c'est assez exceptionnel. Je vais laisser un petit peu. Voilà donc. Sur ces pisés modernes, quel est en masse le pourcentage d'argile? J'imagine qu'il y a de l'argile. Oui, bien sûr, c'est l'argile qui permet au matériau d'être cohésif, donc il y a forcément de l'argile. Après, parler en pourcentage, en réalité, on a un matériau qui est la terre. C'est pas comme si on avait de l'argile, un sac d'argile, et on vient rajouter avec du sable et du gravier. On a une terre qui est disponible et on va étudier sa cohésion. Il y a certaines argiles qui sont beaucoup plus cohésives que d'autres. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement de savoir quel est le pourcentage d'argile en masse, par exemple, mais c'est de savoir est-ce que cette terre, elle est cohésive ou pas. Si elle n'est pas suffisamment cohésive, on va rajouter de l'argile, et si elle est trop cohésive, c'est-à-dire si elle fait trop de retrait, si c'est des argiles qui gonflent, par exemple, on va rajouter du sable, de la paille. Mais la question du pourcentage d'argile n'est pas... Je ne pourrais pas vous donner une réponse, parce que selon le type d'argile, on va avoir des pourcentages différents, et en réalité, ce n'est pas une information qui nous intéresse particulièrement.
ces blocs de pisé préfabriqués, ils sont du coup rejointoyés et c'est une grosse partie du boulot aussi d'arriver à retrouver l'esthétique après avoir rebouché toutes les jointures entre les différents blocs. Donc, quelques exemples de projets contemporains en pisé. Avec Martine Roro, dont on a déjà parlé. Je vous ai mis que des projets français là, pour le pisé, parce qu'il y en a pas mal. Avec des bâtiments publics qui sont réalisés en pisé aujourd'hui. Voilà, quelques exemples avec des architectes du coin aussi. Forcément avec le patrimoine qu'on a, avec le cratère qui est tout proche, qui a développé beaucoup la recherche et l'utilisation des matériaux en terre crue. Il y a une émulation ici dans la région, avec beaucoup de choses qui se passent. Grâce à cette dynamique qui a été mise en place déjà depuis plusieurs décennies. Ici, un projet à Nanterre, un projet d'école primaire. En pisé, un très beau projet de chai. Un projet à Villeurbanne, ici. Et puis ici à Lyon, avec du pisé porteur, un projet très ambitieux, avec ses voûtes, ses arcades en pisé. Alors le pendant du pisé qui est monolithique et qui permet de faire des grands murs en une fois, c'est la BTC, c'est la brique de terre comprimée. Alors c'est une technique récente pour le coup, qui a aussi été développée fortement par le cratère à Grenoble, et qui peut être un peu assimilée à du pisé en petite taille. On crée des briques de pisé en fait, pour simplifier. Donc la terre elle est aussi compactée, elle est aussi humide quand elle est compactée. Alors les BTC que j'ai amenés, elles sont ici. Vous pourrez venir les voir. Et il y en a une qui est non stabilisée et une qui est stabilisée aussi. Ça vous donne une idée. Et donc ces briques, généralement, on utilise une presse qui peut être soit manuelle, soit utiliser l'électricité pour presser la terre. La terre, elle tient uniquement grâce à elle tient grâce à cette densité qu'on a créée, à l'aide des argiles, bien sûr. Donc on place la terre dans le moule, on presse et on peut tout de suite sortir la brique et la mettre à sécher. Donc voilà un exemple d'une presse manuelle. C'est assez dur, de presser, c'est quand même assez intense. Et voici un exemple de presse mécanisée. Donc ici c'est Étienne Gay qui est producteur de BTC, Briques Techniques Concept. Et donc on voit qu'on a tout de suite un bloc qu'on peut déplacer. Alors on ne peut pas l'utiliser tout de suite sur le chantier, il doit sécher, mais il est suffisamment dur tout de suite pour qu'on puisse le déplacer comme ça et le mettre à sécher. Donc là, c'est non stabilisé. Alors celle-là, je ne sais pas en particulier, mais on peut les faire non stabilisées et stabilisées. Alors les BTC souvent nécessitent un petit peu de stabilisation. Voilà, vous voyez bien qu'il y a un exemple ici avec une BTC non stabilisée. Mais c'est vrai que comme elles sont mises en œuvre à l'état humide et pas plastique, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc les argiles qui ont besoin d'eau pour coller ne sont pas nécessairement très actives. C'est vraiment la densité qui fait la résistance du matériau. Et donc c'est un matériau qui peut parfois être un peu plus fragile, même si c'est un matériau qui a une très bonne résistance à la compression.
Et vous verrez, si vous voulez venir toucher, après, vous allez voir la différence entre des matériaux dans lesquels il y avait plus d'eau, où les argiles ont été bien collées, et des matériaux où il y a moins d'eau, vous allez sentir. Donc ces BTC, elles sont utilisées dans des projets contemporains, comme ce très beau projet d'immeuble de bureau en remplissage de sature-bois ici. C'est un projet vertueux en termes énergétiques qui est très intéressant. Et elles peuvent être mises en œuvre dans des logements. Ici, c'est en Belgique, dans un centre d'accueil pour des enfants. Ici, en France, à Cornemarieux, dans un pôle culturel. Et puis, les blocs sont aussi particulièrement propices à l'utilisation pour faire des voûtes, des arcs. C'est un format qui est intéressant pour ce genre d'application. Alors, une seconde technique dont vous n'aviez pas parlé, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc on la retrouve plutôt dans l'ouest de la France, en Bretagne, en Normandie, et dans tout l'ouest. C'est la bauge. Il y en a qui connaissent déjà cette technique. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est le pendant des granges en pisé que vous connaissez très bien. Voilà, dans l'ouest de la France, ils ont plutôt des granges en bauge. Et des longères, des habitations en bauge aussi. Donc cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Il y a plus d'eau dans la terre. On dit qu'on met en œuvre la terre à l'état plastique. Ça dit bien ce que ça veut dire aussi. On a quelque chose qui est plus... un peu comme de la pâte à modeler, quoi. Quelque chose de plus plastique ou voire même visqueux. Et alors, puisque c'est plastique ou visqueux, on ne va pas pouvoir damer comme on damait le pisé. On va plutôt tasser. Donc la bauge en particulier, elle se met en œuvre par petits éléments sur des hauteurs successives. Donc ça peut ressembler un peu au pisé dans ce sens-là. On va avoir quelque chose d'assez monolithique au final, un grand élément, sans avoir nécessairement beaucoup de joints. À la différence du pisé que, comme elle doit sécher, on va faire un premier niveau, on va attendre que ça sèche, puis on va faire un deuxième niveau, on va attendre que ça sèche. Parce que la terre, cette fois, elle va être beaucoup plus molle, beaucoup plus flexible, donc on ne peut pas monter tout un mur d'un coup. Il faut attendre un petit peu que ça sèche pour que ça durcisse. Et donc on se retrouve avec un matériau assez unitaire, comme ça, unifié, qu'on peut produire en découpant des éléments comme cela, des pains de terre, et en les mettant en œuvre comme une maçonnerie, en fait. Et puis après, on découpe ce qui dépasse. Et donc ça, c'est une technique qui se fait avec de la paille. On ajoute des fibres dans le mélange. Donc voilà, par exemple, un mur en bauge. Alors le format des éléments, ici, c'est des formats briques, mais ça peut être des boules, ça peut être juste des pelletés de terre. Donc en fonction des régions, on a des techniques aussi différentes qui sont développées. Et donc voilà, par exemple, les bureaux de l'atelier Alpes, un atelier d'architecture dans l'Ouest, qui a réalisé ces bureaux en bauge. Il y a d'autres projets, comme celui-ci aussi. C'est au Bangladesh, c'est une école. Et ici, à Rennes, un mur trombe, donc un mur qui va venir capter l'énergie solaire et la diffuser à l'intérieur du logement progressivement, grâce à son inertie. Alors par rapport au développement contemporain de la bauge, la difficulté rencontrée, c'est que comme c'est un matériau qui est beaucoup plus humide, si on le met dans des coffrages pour éviter la découpe, etc., pour aller plus vite, le matériau ne sèche pas. Or, il faut qu'il sèche pour qu'il durcisse. La terre, contrairement au ciment, ne fait pas de prise sous l'eau. Elle doit sécher, c'est le fait qu'elle sèche qui fait qu'elle devient dure. Donc c'est vrai que le ciment, on peut le mettre dans des coffrages, il va durcir même sous l'eau, le ciment. Mais la terre, pareil, doit sécher, donc il faut que le coffrage soit aéré. Donc la solution qui a été proposée, c'est d'utiliser des coffrages en treillis qui
permettent de faciliter la mise en œuvre. On vient mettre la terre dans ces coffrages en treillis et la terre peut sécher et durcir dans ces coffrages. Et il y a d'autres mises en œuvre qui sont étudiées et développées actuellement, c'est les impressions 3D en terre. Alors c'est encore expérimental, mais il y a eu déjà au moins une maison qui a été réalisée comme ça. Alors on est de nouveau dans un niveau de technicité assez important, mais voilà, pourquoi pas. Alors on va passer à une troisième technique, qui est la technique de l'adobe. Alors les adobes, ce sont des briques de terre crue, qui cette fois-ci ne sont pas compressées, mais elles sont moulées. Et finalement, l'adobe est à la bauge ce que la brique de terre compressée est au pisé. Donc on a une brique, cette fois-ci, qui est moulée à l'état plastique, donc ou visqueux, donc qui est beaucoup plus fluide, avec beaucoup plus d'eau. C'est comme un petit bloc de bauge qu'on va pouvoir utiliser pour maçonner un mur. Donc on fait un mélange terre et eau. Souvent on rajoute de la paille. Et puis on va mouler ce mélange, le laisser sécher. Cette fois-ci on ne peut pas déplacer la brique tant qu'elle n'a pas un minimum séché pour être rigide. Et puis on va pouvoir le maçonner. Donc traditionnellement on utilise un petit moule comme celui-là pour faire une brique. Et dans de nombreux pays, la production se fait à même le sol et on laisse sécher la brique au soleil. Et ça, c'est un petit peu la difficulté de cette technique, c'est que c'est une technique qui demande beaucoup d'espace ou des moyens de stockage et de séchage qui sont importants. On voit ici, de mémoire, c'est au Yémen, la production de briques selon cette technique. Il ne faut pas qu'il pleuve. Il ne faut pas qu'il pleuve. Il faut faire ça à l'abri. Et donc c'est avec ce type de briques qu'est construite la ville de Shibam au Yémen, qu'on appelle la Manhattan du désert. On dit souvent que ce sont les premiers gratte-ciel construits par l'humanité, avec des bâtiments de 9 étages de haut, jusqu'à 30 mètres de haut, et qui ont été construits, alors de mémoire, ça date du 13e, 14e siècle. J'ai peur de vous dire une bêtise. Après, ça ne veut pas dire que les matériaux datent toujours de cette époque-là, c'est parce qu'ils sont entretenus, tous ces bâtiments sont entretenus régulièrement, c'est ce qui leur permet d'être pérennes et de subsistants. Alors pour augmenter la productivité sur ce type de technique, ben voilà, on a ici une version légèrement mécanisée par rapport à ce qu'on a pu voir juste avant, avec des ensembles de moules un peu plus importants. Et puis aux États-Unis, on voit ce qu'on appelle des pondeuses à adobe. On a carrément des machines, voilà, on avance avec la machine et on vient pondre des adobes sur des hectares qui vont sécher au soleil. De nouveau, ce matériau, la brique, permet des usages comme faire des voûtes, des arcs, des coupoles. C'est un matériau tout à fait adapté pour ce type de construction. Alors aujourd'hui, on développe d'autres types de matériaux qui ont le même type de caractéristiques, mais où on essaye d'avoir des moyens de production qui soient plus mécanisés et des systèmes constructifs qui soient mieux adaptés à nos contraintes contemporaines, comme par exemple le besoin d'espace en ville. Aujourd'hui, si en Île-de-France, si à Paris on propose de faire un mur de bauge de 50 cm d'épaisseur, on va nous rire au nez. Donc on développe des matériaux qui sont plus fins, plus minces, pour répondre aux enjeux actuels de la construction. Donc par exemple, on propose des panneaux moulés. Enfin, ici c'est Clétec propose des panneaux moulés.
Donc c'est un peu comme des grandes adobes, des grandes briques, mais qui ont des formats de panneaux. Et ces panneaux, ils vont pouvoir être placés un petit peu comme du placo ou du fermacène. Ils peuvent être vissés dans des structures au plafond, en cloison. On peut les jointer. Et de même avec les briques. Alors c'est une technique qui est utilisée par les briquetiers pour faire des briques cuites. Mais chez Amaco, on accompagne des briquetiers qui font des briques cuites pour formuler des matériaux crus. Alors il faut savoir que une brique cuite qui ne serait pas cuite n'est pas bonne à utiliser crue. Elle ne va pas bien vivre à l'humidité, elle va avoir des variations dimensionnelles qui ne sont pas bonnes pour la construction. Quand elle cuit, elle devient très stable, donc en fait ils ont des matériaux qui sont très argileux. Mais par contre, le dispositif, la filière de production peut être utilisée pour produire des briques crues à condition de faire un bon mélange, de rajouter d'autres choses dans les terres pour que plus de fibres notamment pour que la terre soit plus stable. Et donc on produit aussi des panneaux, donc ça c'est chez nous aux grands ateliers. On produit des panneaux extrudés, donc c'est comme une machine à pâte. On met la terre d'un côté, on presse la terre dans un moule, et la terre va sortir en boudin en continu, et on va couper régulièrement à la longueur qu'on veut. Donc c'est le système à la fois pour les briques et pour les panneaux. Okay. Les fibres qu'on utilise aujourd'hui pour faire ces panneaux, ces briques d'adobe, quel type de fibres vous utilisez? Typiquement pour ces panneaux-là, on a cherché le meilleur assemblage de fibres. On a testé de la paille, du chanvre, et aussi des copeaux de bois et de la cellulose, donc du papier journal recyclé. Dans d'autres régions, on peut utiliser du roseau, du tifa, des plantes invasives. Donc tout l'intérêt est d'étudier quelles sont les ressources disponibles localement et si possible des ressources qui ne sont pas valorisées dans l'industrie, qui sont des déchets ou considérées comme des plantes invasives. Par exemple, si on peut utiliser ce type de fibres, c'est gagnant-gagnant. Là, ils sont compressés les panneaux? Alors là, ces panneaux-là, ils sont extrudés, donc ils ne sont pas compressés. Oui, mais en fait, l'extrudeuse, qui est la machine qu'on voit, elle est quand même sous vide. Enfin, elle crée une sous-pression, enfin une pression. Disons que la terre est quand même comprimée quelque part dans la machine, quoi. Mais on n'appelle pas ça des panneaux comprimés, parce que c'est vrai que ce sont des panneaux qui utilisent la matière à l'état plutôt visqueux, plastique. Donc c'est de l'extrusion, donc c'est plutôt tassé que comprimé. On n'est pas sur les pressions qu'on exerce sur des matériaux comprimés plutôt secs. Et le séchage, s'il faut sécher évidemment, ouais. C'est un séchage naturel ou c'est un séchage alors sur le calorique? Nous, aux grands ateliers, on fait une production qui est expérimentale, donc c'est un séchage tout à fait naturel, on attend juste que les panneaux sèchent. Dans la fabrique qu'on a mise en place en Île-de-France, dont je vous parlais, on a mis en place un tunnel de séchage, mais qui fonctionne à l'énergie naturelle aussi. Après, si on veut pouvoir être plus efficace, l'idéal, c'est de... Enfin, peut-être pas l'idéal, mais si on veut être plus rapide, plus efficace, on peut ventiler, on peut chauffer, on peut assécher. Effectivement, après la question c'est toujours quelle énergie est-ce qu'on utilise pour faire ça et faire le bilan au final. On restera loin du ciment qu'on doit cuire à 1000 degrés pour faire un matériau. S'il faut un petit ventilateur. Mais je suis d'accord que si on peut l'éviter, c'est mieux.
Et donc, par l'extrusion, on peut avoir ce type de matériaux. Donc, vous verrez des exemples ici. On les reconnaît bien parce que pour les alléger, on a fait des trous. Donc, comme c'est extrudé, ben, les trous sont sur toute la longueur du matériau. Donc, le matériau il est vraiment sorti comme ceci de la machine et puis on est venu couper à la longueur désirée. C'est la même chose pour ce bloc-là qui est plus important. Donc ça, ce sont les blocs qui vont être mis en œuvre. On accompagne un projet dans le sud-ouest, à Biganos, et donc ce sont les briques qui vont être mises en œuvre sur ce projet-là. On travaille avec un briquetier qui du coup est partenaire de ce projet et a travaillé sur une formulation qui lui permet de sortir des briques qui ne peuvent ne pas être cuites. Et ça, c'est un panneau aussi qui a été extrudé. Donc l'objectif, c'est de produire des panneaux de grande taille qui peuvent être vissés et posés, par exemple, au faux plafond, en cloison. J'en arrive à la dernière technique traditionnelle qui avait été citée en début de conférence, c'est le torchis. Alors vous voyez que le torchis, on le voit en orange, on le voit pas mal dans le nord, on le voit, mais en fait les couleurs ressortent pas super bien. Il est présent aussi dans le sud-ouest, dans le nord-est. On le voit à pas mal d'endroits et on le voit pas mal dans les villes aussi parce que puisqu'il est associé au bois, il permet de monter dans les étages facilement, comme ici. Donc on le reconnaît au colombage bois avec remplissage en terre. Donc la terre dans ce cas-là est mise en œuvre à l'état visqueux et elle est tassée. Elle est mélangée avec beaucoup de fibres, de la paille par exemple. Donc on monte une structure bois, une ossature bois dans la tige, et puis on vient remplir ou entourer de terre fibrée. C'est un matériau qui n'a pas donné lieu à des moyens de préfabrication dingues. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement effectivement préfabriquer des grands panneaux et les affiner sur chantier. Ça, c'est possible. Une autre amélioration qu'on a pu voir, c'est de créer des torchis qui soient non pas faits à base de bois, mais avec du métal. Ça, c'est notamment un architecte sud-américain, Marcelo Cortés, qui travaille avec ces techniques et donc qui fait des structures comme celle-là qui s'affranchissent des contraintes de dimensionnement du bois pour proposer des structures en torchis mais métalliques. Aujourd'hui, on a une évolution du torchis vers la terre allégée. En fait, cette évolution elle est assez logique dans notre volonté de réduire nos consommations énergétiques. On veut isoler de mieux en mieux les bâtiments, avoir des matériaux qui soient de plus en plus légers et qui vont du coup être plus isolants, puisque la terre n'est pas isolante, c'est la fibre qui est dans la terre qui peut éventuellement être isolante. Et donc on en vient à alléger de plus en plus le torchis, rajouter de plus en plus de paille, rajouter de plus en plus de chanvre en fonction de la fibre qu'on utilise. Et finalement, on n'a plus que la terre comme liant de ces éléments fibrés, comme ici. Donc cette fois-ci, on a de la terre qui est vraiment liquide. Elle doit être suffisamment cohésive pour vraiment servir de colle. Et donc on a une proportion de fibres qui est vraiment plus importante avec un petit peu de terre, d'argile qui va faire cette colle.
Et ça permet de produire des éléments qui sont beaucoup plus légers et donc aussi beaucoup plus isolants. Alors on l'a vu avec de la paille, ici ce sont des copeaux de bois. Il y a différentes techniques de mise en œuvre qui peuvent être utilisées. On peut remplir des coffrages. Les coffrages perdus éventuellement qu'on va venir enduire. On peut créer des briques, des blocs de terre légers et qui vont permettre de remplir des structures. Alors, cette terre légère, bon, parfois elle reste apparente, mais plus généralement on ne la voit pas. Elle sert d'isolant et donc ici dans ce projet de France Volart, on ne pourrait pas dire que c'est une maison en terre et paille. C'est un matériau qui est utilisé au sein du mur sans nécessairement être visible. Ensuite il y a les mortiers et enduits. Forcément on a parlé des briques, donc pour maçonner les briques il faut bien du mortier. Alors on utilise un mortier de terre qui est compatible avec la brique. Et puis les enduits de finition qui vont permettre une palette de couleurs beaucoup plus étendue que ce qu'on s'imaginerait à l'origine. Avec un savoir-faire qui peut être particulièrement important et particulièrement impressionnant, notamment au Japon où les maîtres enduiseurs font vraiment des miracles avec cette matière qui peut vraiment devenir reflétée comme un miroir quand elle est polie. Sans ciment. Sans ciment. La terre, quand elle est polie très longtemps, devient très très brillante. Ça se fait aussi avec des boules de terre simplement. On peut prendre une boule de terre et on façonne une sphère et on la polit. Et en faisant ça longtemps, on arrive à avoir quelque chose qui est vraiment brillant, qui reflète la lumière comme un miroir. Bien perméable aussi. La technique du Teglac. Oui, alors le Teglac c'est encore spécifique parce que c'est pas que de la terre. Est-ce qu'ils ajoutent? Et l'enduit après, tout poli à la pierre. Oui. Je pensais que dans le Teglac tu rajoutais soit du savon ou de la chaux ou quelque chose. Non. Vous voyez. Et c'est la technique de polissage à la pierre qui fait que ça fait après un enduit qui est imperméable. On s'en sert beaucoup dans les salles de bain. Oui, mais je pense que le Teglac c'est pas que de la terre, parce qu'effectivement dans une salle de bain, avoir de l'eau, les enduits en terre, même s'ils sont brillants comme on le voit ici, vont quand même être impactés par l'eau. Si on a un jet d'eau qui tombe sur cet enduit, la terre va finir par... comme je le disais, la terre est recyclable, donc si on vient avec un jet d'eau sur l'enduit en terre, il va finir par perdre sa cohésion et retourner à la terre, redevenir visqueux. Et donc dans une douche, un enduit en terre, c'est pas l'idéal. Mais je sais bien qu'il existe des Teglac, mais je ne connais pas spécifiquement la technique du Teglac, mais il y a quelque chose d'autre que de la terre en plus. À vérifier. Je ne sais pas quoi, mais je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Et donc ces enduits peuvent être travaillés aussi dans leur texture. Pas nécessairement pour être lisse et poli, mais aussi pour donner à voir cette texture de la terre. Notamment avec la technique du sgraffito, on peut avoir plusieurs couches de terre successives et venir gratter, laisser apparaître la couleur qui est en dessous. Et ces enduits peuvent aussi accueillir des techniques pour chauffer, refroidir. Alors une technique qui est développée actuellement, c'est la terre coulée.
Alors la volonté assez logique, elle est principalement une volonté de réduire les coûts. Alors comme on a l'habitude de couler du béton de ciment, on est nombreux à se dire que ce serait intéressant de pouvoir couler de la terre. Ça réduit les coûts, c'est rapide, les entreprises savent faire. Donc c'est très intéressant, si on veut généraliser l'utilisation de la terre, de pouvoir proposer ce type de technique. Cependant, on se heurte à une difficulté, comme je le disais, la terre elle a besoin de sécher pour durcir. Donc si on fait des coffrages, on coule de la terre liquide ou visqueuse, dans les coffrages, elle ne va pas sécher. Donc la plupart des projets qui ont été faits en terre coulée jusqu'à aujourd'hui sont stabilisés au ciment ou à la chaux. Ce qui ne nous satisfait pas, nous chez Amaco, et donc on mène des projets de recherche et développement pour pouvoir mettre en œuvre de la terre coulée non stabilisée. Et là, on est en train de... Le chantier, on va commencer prochainement un chantier de terre coulée non stabilisée. Donc on se retrouve avec un matériau qui peut ressembler assez fortement à du béton de ciment, mais avec peut-être une couleur différente, mais dans l'aspect assez proche. Cette technique, on peut l'utiliser pour des dallages. Dans ce cas-là, effectivement, on n'a pas le problème du séchage, puisqu'on n'a pas de coffrage, la terre va pouvoir sécher. Donc ça, c'est en dalle de sol, on utilise, elle est déjà pas mal utilisée, la terre. Et de nouveau, les Japonais peuvent rendre ça extrêmement brillant. Enfin, les Japonais et d'autres aussi, hein, je veux dire, le savoir-faire. Et voilà, on va mettre en œuvre comme du béton de ciment avec, en vibrant à l'aiguille vibrante. On vibre à l'aiguille vibrante, c'est une grande aiguille qui vibre et ça va permettre à tous les grains de bien s'arranger pour ne pas avoir trop d'air et que le matériau soit assez dense. Donc dans le coffrage, on vient vibrer la matière. Pas trop, parce que si on vibre trop, il y a une ségrégation qui se fait, mais un petit peu pour que ça se arrange bien et que ce soit bien dense. Ce qu'on fait déjà dans le béton. C'est ce qu'on fait dans le béton de ciment. On imagine bien qu'avec ce type de technique, on va pouvoir faire beaucoup plus de mètres carrés de murs rapidement qu'avec le pisé où on va mettre 15 cm de terre, venir damer avec un foulard pneumatique. Ici, on va couler les mètres cubes de béton d'argile beaucoup plus facilement. Je vais avancer un petit peu. Envie. Mon ordinateur réfléchit. Je voulais vous demander, c'est quoi le mortier de terre? C'est fait avec quoi? Ben, c'est pareil, c'est de la terre. Que de la terre? Oui, de la terre, de l'eau, de l'air. Toujours sans ciment. Toujours sans ciment. Alors si vous mettez en œuvre des BTC dans lesquels il y a du ciment, en général vous allez mettre aussi du ciment dans le mortier. Mais si vous mettez en œuvre des briques dans lesquelles il n'y a pas de ciment, vous utilisez la même terre pour le mortier. Enfin, la même terre, elle peut être reformulée un peu différemment. On ne va pas avoir des éléments nécessairement aussi gros dans le mortier, mais dans les grandes lignes, c'est la même matière première. Mais est-ce qu'on peut faire une dalle en terre, comme maintenant ça se fait les dalles en ciment et on garde le ciment? On ne peut pas faire la même chose en terre si on met pas quelque chose qui va... Alors on peut le faire, ça se fait. Oui, mais comment on fait par exemple dans une maison, après pour entretenir le sol? Alors, donc ça se fait. Alors c'est vrai que la terre reste un matériau sensible à l'eau.
sensibles au frottement. Donc, si on le fait, il faut que les utilisateurs soient attentifs à ces spécificités. Et donc, on ne laisse pas de l'eau traîner par terre. On est attentif au pied des chaises, des choses comme ça. Moi, personnellement, je n'ai pas fait un sol en terre chez moi, parce que j'ai pas envie devoir être tout le temps attentive. Mais bon, notre labo, par exemple, chez Amalco, un sol en terre. Dans le labo, on utilise tout le temps de l'eau, des matériaux lourds. Alors, c'est vrai qu'il a quand même des impacts. Enfin, c'est un labo, c'est un atelier, donc, mais ça fait des années et il est toujours tout à fait fonctionnel, il fonctionne très bien. Et puis, il y a des logements dans lesquels le sol est lissé, comme on a vu des photos, là. C'est très agréable, très chaleureux. Comment ils font au Japon? Alors, ils mettent, pour faire leur sol, comment ils font pour que leur sol si brillant, ils sont brillants, c'est un fait, mais il y a bien forcément quelque chose qui est rajouté à la terre pour qu'après, au passage, que ce soit entretenu. Ouais, sur le sol, je pense qu'on peut ajouter une cire, il y a des éléments de finition qu'on peut venir ajouter. Ouais. Mais bon, ça reste quelque chose de très sensible. Donc, au rez-de-chaussée uniquement. Ça peut être l'avantage. Je vais essayer de relancer. Donc, quelques exemples de murs en terre coulée. On avait raté celui-là. Et celui-là, la tour du Pin. Vous ne connaissez pas ce bâtiment? Et puis finalement, je vous avais dit que la terre dans laquelle il n'y a pas ou trop peu d'argile ou des argiles qui ne sont pas cohésives, on peut l'utiliser quand même. On va l'utiliser sèche dans ce cas-là. C'est le cas sur la Grande Muraille de Chine. Sur certaines portions qui traversent le désert, il n'y avait pas de pierre, pas de terre, pas d'argile. Ils ont construit certaines portions en sable. Donc là, on voit qu'ils ont utilisé des armatures qui sont en fait des fibres de végétaux qui poussent pas trop loin et ça leur a permis d'avoir une certaine résistance. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça tient. Aujourd'hui, on ferait peut-être plutôt ce genre de choses avec des remplissages de structures, des remplissages d'ossature en bois par exemple, pour venir donner de la masse, de l'inertie, ou des remplissages de sacs qui se fait pas mal dans les projets de développement ou des projets d'habitat temporaire. Donc en conclusion, moi ce que je peux vous dire, bon, ce graphique date un petit peu, mais c'est qu'on a de plus en plus de demandes parce que la terre crue répond à un enjeu contemporain et on se rend compte que c'est un matériau qui peut vraiment nous aider à opérer cette transition dont le secteur du bâtiment a besoin. On a énormément de demandes pour des accompagnements de projets en construction neuve, mais aussi en restauration, avec des projets contemporains partout en France. Et si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, je vous conseille alors l'ouvrage de gauche, Bâtir en terre du grain de sable à l'architecture. C'est un ouvrage qui est très complet parce qu'il y a à la fois des explications scientifiques de comment ça tient, vraiment dans le détail. Il y a des références architecturales patrimoniales, il y a des références contemporaines. C'est super illustré. Donc c'est très accessible, il y a différents niveaux de lecture. Moi je le prête souvent parce qu'il y a toujours quelque chose qui va intéresser quelqu'un. Tout le monde va y trouver un intérêt. Et puis l'ouvrage de droite, c'est un ouvrage qui répertorie les projets d'un concours qui avait été lancé avec des ouvrages en terre crue. Et cette année, on a fait une nouvelle version de ce concours avec un ouvrage qui doit apparaître, cette fois-ci, c'est Terre et Fibres. Et donc, ce sera une version un peu plus actualisée de cet ouvrage-là. Je vous remercie.
Merci. Alors, on m'a dit qu'il y avait un débat au principe après, je ne sais pas si... Vous avez des questions? On a déjà pas mal discuté. Au niveau du coût, il y a un surcoût quand on veut construire un matériau par rapport à d'autres matériaux? Oui, aujourd'hui il y a un surcoût qui est dû qui a différentes origines. L'une d'elles étant que c'est une filière qui n'est pas développée aujourd'hui, qui n'est plus développée parce qu'on a perdu le savoir-faire. Et donc on l'a vu avec le bois il y a quelques années, quand on relance une filière qui s'est un peu perdue, il manque plein de choses. On manque de maçons qualifiés, on manque de producteurs de matériaux. Donc remettre tout ça en place a un coût aujourd'hui qui est variable selon les techniques. Mais on peut espérer qu'avec l'essor des techniques, ce surcoût soit de plus en plus faible. Parce que en réalité, la matière première est accessible et disponible. À savoir que là, je parle des chantiers qui sont mécanisés, qui sont réalisés par des entreprises. Par contre, si vous êtes en autoconstruction, là, ça peut ne rien vous coûter. C'est de la main-d'œuvre en fait, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Donc oui, le surcoût expliqué par l'absence de filière pour la partie entreprise mécanisation. Et alors aussi expliqué par le fait que c'est des techniques qui demandent pas mal de main-d'œuvre. Donc c'est pas la matière qui coûte, c'est l'humain. Alors on peut aussi se dire que ça va évoluer dans les prochaines années avec l'augmentation du coût de l'énergie notamment. La difficulté qu'on va avoir à transporter des matières premières sur des grandes distances et des choses comme ça. Si le coût des matières premières devient plus important dans l'avenir que le coût de la main-d'œuvre, on aura un intérêt de plus en plus grand pour ce type de technique qui peut être mis en œuvre localement, quoi. Vous avez parlé d'habitat temporaire. J'avais entendu parler d'un projet de faire des maisons pour des camps de réfugiés. Ça s'est fait ou pas? Vous en avez entendu parler? Pas particulièrement. Alors, des maisons pour des camps de réfugiés, il y en a beaucoup qui se font. Alors, je ne sais pas si c'était des maisons en terre. C'est une personne des grands ateliers qui avait parlé de ça. Des maisons en terre. Je ne suis pas au courant spécifiquement de ce projet. Et est-ce qu'il y a des formations reconnues pour se former au métier de la construction en terre? Oui, il y a diverses formations. Alors ça dépend du type de formation qu'on recherche. Il y a des formations de maçons du bâti ancien, et des formations spécialisées matériaux, terre crue, bio et géosourcés. Il y a une formation qui est donnée aussi d'un autre type, plutôt pour les aspects théoriques, à Grenoble, un postmaster, c'est un DSA, donc un diplôme de spécialisation et d'approfondissement, c'est ce que moi j'ai fait, en 2 ans, là où il faut avoir un master, et puis on a 2 ans vraiment de spécialisation sur la construction en terre. Après, en termes de formation, nous on travaille aussi à ce que ces compétences et ces savoirs ils sont enseignés dans les écoles d'architecture et d'ingénierie. Donc on a de nombreux projets, nous, de pédagogiques pour créer du contenu et transmettre ce contenu, notamment aux enseignants dans ces écoles, pour que ça fasse partie du cursus en école d'ingénierie et d'architecture. Et pour des jeunes qui ne sont pas architectes ou pas... Pour des jeunes qui ne sont pas architectes, pas ingénieurs, est-ce qu'il y a des formations pour apprendre le métier, pour être maçon, oui. Pour être maçon, oui. Oui, tout à fait. Il y a des formations, oui. Alors, je suis un peu embêtée de citer des gens parce que je sais que ça va être en ligne, mais je sais pas, par exemple, il y a Aplomb qui fait des formations
Enfin, c'est pas que la terre crue, c'est les matériaux, généralement des formations qui englobent des matériaux bio et géosourcés, mais avec quand même une composante mise en œuvre de terre crue assez importante. Il y a pas mal de formations de maçons de bâti anciens maintenant qui intègrent les matériaux de terre crue aussi. Mais oui, selon les régions, ici dans le coin il y en a, à Albi aussi, enfin, il y a pas mal de formations. Et puis nous, chez Amaco, on propose des formations, mais ce sont des formations, outre ce qu'on fait dans les écoles, ce sont des formations courtes, donc des formations d'une semaine, de 3 jours, où des professionnels viennent se former. C'est un format un peu particulier du coup. Quelles sont les pistes pour faire de la terre coulée non stabilisée? Alors il y a plusieurs pistes. Je peux essayer de retrouver une des photos là. Une piste, c'est d'avoir des armatures. Là par exemple, on a une cage d'armature qui est en bois. Qui va permettre de maintenir la terre à l'état visqueux même si elle n'est pas encore séchée quand on décore. Il y a d'autres pistes qui sont des éléments qu'on peut rajouter dans la terre, des fluidifiants qui vont permettre que la terre, sans rajouter trop d'eau, soit plus liquide, soit plus fluide. Et donc ça va permettre de la couler dans le coffrage sans rajouter tellement d'eau. Et en fait, une fois que ce fluidifiant, une fois que la terre n'est plus en mouvement, elle est plus rigide et donc on peut décoffrer malgré tout. Et puis, d'autres solutions, c'est éventuellement pas faire de coffrage vertical, comme on a l'habitude de faire avec du béton-ciment. C'est de faire des éléments à l'horizontale et puis de les redresser, puisqu'on a vu que les dalles, après, elles peuvent sécher. On peut imaginer faire des dalles et puis après fabriquer, les redresser. Enfin voilà, c'est certaines pistes. C'est certaines pistes et peut-être que la solution est dans une combinaison de ces 3 propositions. J'ai entendu dire par rapport aux maisons construites en pisé que dans certaines régions où actuellement il y a les étés sont très très chauds, que les maisons souffraient et qu'elles se fissuraient. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si c'est le fait ou pas alors, le pisé souffrait de trop de chaleur? Non, je ne pense pas que le pisé souffre de trop de chaleur. En réalité, la terre, pour qu'elle soit impactée par la chaleur, il faut monter à des degrés. Pour cuire la terre, il faut monter à au moins 600-800 degrés. Là où l'humain peut vivre, la terre vit très bien aussi. Par contre, ce qui peut arriver, c'est ce qui peut impacter des anciennes constructions en terre, c'est s'il y a des modifications au niveau du terrain alentour. Si on vient rendre étanche, par exemple, l'environnement d'une maison, en créant une route, par exemple, ou en faisant une dalle pour une terrasse, l'humidité du sol va rester dans le sol, va plus pouvoir s'échapper, du coup va remonter par le mur. Comme c'est des maisons anciennes, il n'y a pas d'étanchéité en bas des murs, et donc tout à coup les murs peuvent être plus humides. Et à l'inverse, si on vient créer un drainage, par exemple, au pied de la maison, alors qu'elle a toujours eu l'habitude d'être un petit peu humide, on peut assécher le mur et puis du coup tout à coup créer des fissures ou des choses comme ça, des désordres parce que le terrain bouge, parce que le mur s'assèche. Donc voilà, il peut y avoir des mouvements dans les murs empisés, mais je pense plutôt dû au traitement de l'alentour. La chaleur, non, moi j'ai jamais entendu que ça avait un impact. Parce qu'en fait, dans les maisons dites normales, enfin, en béton, il y a aussi des fissureries. Dans les maisons qui sont pas en terre, c'est pareil, il y a aussi des fissures qui arrivent quand le terrain se sèche. On voit même à Villefontaine, il y a des maisons qui sont fissurées à cause
de la sécheresse du terrain. Oui, tout à fait. La Avec... terre. Oui, tout à fait. C'est vrai. Avec la spécificité que la terre est un matériau qui a des résistances qui sont généralement moindres quand même que le béton, surtout le béton armé, puisque dans le béton armé, on a des armatures qui travaillent en traction, donc ils peuvent reprendre des efforts qui tirent sur le matériau, alors que la terre reprend assez peu ces efforts-là. Donc si on a des mouvements, on peut vite avoir une fissure. Mais aujourd'hui, dans les nouvelles constructions, on crée des fondations généralement en béton armé. Moi, personnellement, je prends l'utilisation de bons matériaux au bon endroit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus utiliser de béton de ciment, d'armature. Mais si on fait une bonne fondation et qu'après on part avec des murs en terre, on utilise les performances des matériaux là où on en a besoin, quoi. Quelle est votre question, Robert? C'est pour savoir un peu les projets de construction que vous avez dans le coin, dans la région, si vous en avez. Des commandes, c'est ça? Oui, on a pas mal de demandes. Alors nous, chez Amaco, en ce moment, parce que je montrais pas mal d'exemples, alors je réfléchis. Le pôle design, ils ont fait récemment, par exemple, l'aménagement d'un magasin au village, le centre commercial, on va dire. Il y a un magasin de produits locaux isérois. Vous avez entendu parler? Oui. Dans le village de Marc, c'est ça. Si vous allez dans ce magasin, vous pouvez voir, il y a du mobilier qui a été réalisé en pisé. Alors, comme projet plus gros, on est sur des concours plutôt en ce moment, plutôt du côté de Lyon. Après, on a des projets en cours plutôt du côté de Bordeaux actuellement. Donc, un chai, une école. Voilà, des crèches, enfin ce genre de projet. Après, il y a beaucoup de projets ici dans le coin, des projets de confrères architectes pour les collectivités. Et la métropole de Lyon est très active aussi. Et la CAPI, on travaille aussi avec eux pour développer ce type de projet. Il y a aussi, alors ça c'est pas nous, mais vous connaissez peut-être la maison pour tous de Four. Ça vous dit quelque chose? Du coup, qui est en Pisé, je pense. Et il y a aussi les vestiaires du club de rugby de la Verpillière. Je ne pense pas à la Verpillière. 50 à Faladier, sur le stade Carabie, il y a un bâtiment, je ne sais pas ce que c'est. C'est en torche. Il y a du torchis, il y a des enduits. Ça, ce sont des projets qui ont... alors j'ai peur de dire des bêtises parce que je ne connais pas dans les détails, mais qui ont été réalisés en partenariat avec l'école d'architecture de Grenoble. Donc c'est les étudiants qui ont réalisé en partie, mais du coup en collaboration avec les collectivités qui permettent de mettre ces projets en place. Sur le plan technique, indépendamment du ciment classique, est-ce qu'on recherche d'autres solutions pour stabiliser les procédés en terre? Parce que bon, c'est bien connu que la terre redoute l'humidité et l'eau projetée sur le matériau, éventuellement l'acide carbonique de l'air, puisque sur la grande durée, tous les édifices en pierre comme en terre d'ailleurs sont très fragiles du fait de l'eau et de l'acide carbonique. Alors, est-ce que vous avez dans votre centre de recherche des recherches pour essayer de trouver une autre solution que le ciment pour bien stabiliser la terre? Est-ce qu'il y a des pistes dans ce domaine? Alors,
j'ai jamais entendu que l'acide carbonique de l'air abîme la Terre. On a des exemples de bâtiments qui sont multicentenaires et qui se portent très bien. Mais effectivement, l'eau, ça peut être un problème si la Terre est exposée à l'eau. Alors, il y a d'autres possibilités pour stabiliser que le ciment. Il y a la chaux, par exemple. Alors, il y en a qui tentent éventuellement avec du plâtre, qui est cuit à moins haute température. Après, mon avis personnel, c'est que il ne faut pas demander à la Terre d'être ce qu'elle n'est pas et d'être un matériau magique qui répond à tous les enjeux. Je pense qu'on a cru que le béton armé c'était le matériau magique parce qu'il permet énormément de choses, une flexibilité de fou, très impressionnante. Mais on se rend compte aujourd'hui que cette flexibilité, elle a un coût. Elle a un coût environnemental, elle a un coût énergétique. Et revenir à des matériaux locaux, des matériaux naturels, ça nécessite, à mon sens, de prendre en compte leurs spécificités, donc aussi leurs limites, et de les utiliser pour leur qualité et en connaissance de leurs limites. Donc ça signifie que la terre, on va la mettre à certains endroits, l'utiliser à certaines choses. On va utiliser le bois par ailleurs, la pierre, d'autres matériaux et éventuellement aussi le ciment, le béton de ciment armé. Mais chacun pour un usage qui lui est dédié et en tirant parti de ses forces. Et donc la terre, on peut la mettre à l'intérieur du logement, là où elle n'est pas exposée à la pluie, où elle va permettre de capter toute l'énergie solaire, capter l'humidité excédentaire, vraiment apporter quelque chose à l'habitat. On peut la mettre en façade, mais alors à ce moment-là, on va avoir des toitures qui sont débordantes, on va avoir un soubassement qui permet de ne pas avoir le mur qui a les pieds dans l'eau. Donc pour moi, ce sont plutôt des solutions architecturales, des solutions de stratégie et de choix d'intégration qui vont permettre à ces matériaux d'être utilisés à plus grande échelle, plutôt que d'espérer avoir un nouveau béton qui serait encore mieux que le béton de ciment, parce que il n'aurait pas de coût environnemental élevé. Je pense que là, on vise l'impossible. Et si vous venez toucher les matériaux ici, vous allez voir qu'on a des choses quand même qui sont assez résistantes. Alors c'est vrai que ce n'est pas des parpaings de béton, mais on ne leur demande pas des parpaings de béton parce que c'est pas pour un usage de parpaings de béton. Donc ici on a une adobe. Alors je l'ai récupérée, j'ai fait mes courses au boulot. Elle est stockée à l'extérieur, celle-là, donc elle a pris un peu la pluie, donc vous verrez qu'elle est un peu abîmée, mais elle est quand même encore très résistante. On voit que c'est une adobe parce qu'il y a beaucoup de paille. Donc c'est de la terre qui a été, avec assez bien d'eau, qui a été moulée dans un moule avec de la paille. Ici c'est une brique extrudée, j'en ai déjà parlé. Donc il y a aussi de la fibre mais plus petite. Là c'est aussi une brique extrudée. Ici, on a un échantillon de pisé. Ici, ce sont des échantillons d'enduit qui ont été faits. C'est des échantillons par le pôle design pour tester des couleurs et des textures pour des clients. On va voir. Je vais parler plus fort. Vous pouvez allumer le micro devant. Juste là. Comme ça. Ça va mieux. Ici, on a des petits échantillons de pisé qui nous servent. C'est des petits échantillons réglementés, normalisés. En fait, on a une machine et on fait un certain nombre de coups à une certaine force qui nous permet après de tester ces échantillons pour tester la résistance. On a un échantillon qui est à chaque fois fait exactement de la même manière. Donc on peut comparer différentes terres, la résistance de différentes terres. Donc ici, vous voyez 3 échantillons avec des terres différentes. Un panneau extrudé. Et puis il y a les 2 BTC. Il y a ici aussi un échantillon d'enduit. La poussière. Alors, il peut sembler abîmé, mais en fait, non, c'est un effet esthétique recherché par le client. Donc, l'équipe design
chez Amaco, fait des recherches de texture, de couleur. Donc le client voulait avoir un effet un peu creusé, comme ça, assez brut, pour voir vraiment la matière claire. Et donc l'équipe design fait des échantillons comme ça, présente ça au client, différents coloris, différentes textures. Le client va pouvoir choisir la finition qui l'intéresse pour son aménagement. Si vous avez envie de venir toucher les matériaux, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être pour compléter ce que vous avez dit sur les formations, pour se former au métier de maçon terre crue, il y a l'association Noria en Bretagne qui a lancé une formation de maçon terre crue qui a été reprise par la suite par d'autres associations, notamment le Galion. Et donc il y a peut-être d'autres centres de formation, mais il y a au moins ces deux-là qui proposent spécifiquement une formation de maçon terre crue. Le Galion, les cages métalliques, donc Galion métallique. Merci. Merci.